Si vous êtes sur Spotify, vous vous êtes déjà rendu compte que cet épisode est diffusé en vidéo. Il sera disponible également en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les autres plateformes. Pas grand-chose ne change en dehors de l'ajout de l'image et pas d'inquiétude si vous n'avez accès qu'à l'audio, je fais en sorte que vous ne manquiez rien. Aujourd'hui, je reçois Antoine Dogan, photographe qui s'intéresse de près à la nature humaine et qui vient de sortir son premier livre après 10 ans à tourner appareil en main dans les Balkans sur les traces d'une famille et d'un pays dont il a été tenu éloigné pendant près de 20 ans par les différents conflits qui ont secoué la région. Son travail mêle street photographie et projets documentaires, et c'est tout naturellement que nous allons graviter vers ces sujets. Bon visionnage. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Antoine Dogan. Bonjour Antoine. Bonjour Julien. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. On a plein de nouveautés aujourd'hui. C'est sa première interview de l'année 2025. C'est la première interview dans mon nouvel appartement. Donc tu es le premier à inaugurer ça. On essaye la vidéo. J'ai l'impression que déjà la caméra a décidé que tu étais beaucoup plus beau que moi parce qu'elle se focalise sur toi en priorité, même quand je suis en train de parler. Mais bon, on va voir comment ça se... C'est bien, ça met la pression. Écoute, les gens sauront au moins à quoi tu ressembles là pour le coup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonne année. Merci à toi. Bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux. Et bonne année à tous les auditeurs, effectivement. Que 2025 soit mieux que 2024. Que vous fassiez les meilleures photos, tous. Voilà, ça sera déjà ça. C'est pas mal. Tu connais le principe. La première question que je pose, c'est toujours l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur. Steve Jobs rentre à côté de toi et il te regarde de haut en bas. Il te dit qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et tu as 3 étages pour lui répondre. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors pour la blague, je dis je vais au 3e, merci. Ça c'est la première chose. Alors non, en vrai, donc je m'appelle Antoine Dogan, je fais des photos un petit peu sérieusement, on va dire depuis une grosse dizaine d'années. J'avais commencé un petit peu avant, mais suite à une rencontre lors d'un workshop, j'ai tout jeté, reparti à zéro, plus sérieusement, donc depuis une grosse dizaine d'années. Et je suis passionné par les histoires humaines. C'est qui la rencontre des workshops? C'est un grand photographe chez Magnum qui s'appelle Nikos Economopoulos, qui est devenu mon mentor. On a travaillé quelques années ensemble et vraiment beaucoup appris de lui. Et voilà, c'est un peu une personnalité extérieure qui façonne une passion, une vision des choses. Donc voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et donc passionné par les histoires humaines et donc j'essaye de creuser les histoires humaines dans différentes pratiques qui vont de la photo de rue au documentaire. Voilà, et j'espère accélérer accélérer tout court à partir de 2025. Voilà. D'accord. On a un ami en commun qui est donc Guillaume W. C'est marrant parce que je le connais depuis longtemps, je connais toujours pas son vrai nom de famille, c'est Guillaume W pour moi, qui est un grand participant des libres antennes. C'est souvent, il a les accès administrateurs pour m'aider à gérer, qui parlent pas sur les libres antennes en l'occurrence. Et c'est quelqu'un qui est globalement intéressant et qui apporte toujours beaucoup à la discussion. Je connaissais ton nom, je savais qui t'étais, je connaissais un petit peu ton travail de loin, mais j'avais pas encore regardé de très très près. C'est un peu par lui que j'ai vraiment connu ton travail, que j'ai commencé à regarder, que je me suis dit tiens, ce serait intéressant de discuter avec toi. Et je crois que tu es en mentoring avec lui d'ailleurs, enfin c'est toi son mentor du coup. Tout à fait. Le coup. Ça fait 1 an maintenant qu'on a commencé, début d'année, l'année dernière. Et il travaille fort, c'est bien. Ouais, il travaille dur. J'ai vu, je lui ai dit il n'y a pas longtemps, il faut dire aux gens quand c'est mieux qu'avant, mais je lui ai dit, il y a un vrai changement dans ta photo. Depuis que je le connais, je trouve qu'il y a eu un vrai plus. Et il me parle de temps en temps de ce que tu lui dis et de la manière en fait dont il progresse. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait. Moi, je suis ravi qu'il puisse y trouver des choses dans ses accompagnements. Mais souvent, on sous-estime et la formation et le mentoring en fait. Avoir un accompagnement un peu personnalisé, avoir
d'avoir quelqu'un qui regarde tes photos, parce que c'est très... je crois que le truc qu'on fait pas assez, c'est qu'on regarde pas assez ses photos en fait quand on veut progresser, et c'est une grosse erreur, je pense. La plupart des gens sont focalisés sur l'idée de faire des photos et de les publier, et puis après on revient pas dessus, et pouvoir regarder ses propres images, parfois avec un regard un peu sans filtre, ça fait du bien. C'est une la magie des photos d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est la langue française, hein, l'image c'est l'anagramme de magie. Je ne sais pas s'il y a un lien là-dedans, mais c'est que on peut aborder ça comme une vraie, comment on dit, une quête initiatique. Ouais. Donc, on fait des photos, mais qu'est-ce qui nous fait déclencher ? C'est très intéressant. Hein, on va déclencher sur une scène ou une configuration d'une scène. Pourquoi ? Sans forcément réfléchir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe en dehors du langage, qui passe plus vite que la conscientisation du langage. Et donc, qu'est-ce qui fait y a un truc qui va nous venir des tripes et on va se dire oh, tac, on déclenche sur cette chose-là particulièrement et pas du tout ce qui est à côté ou derrière. Voilà. Donc il y a un lien assez intime entre ce qu'on est ou qu'on ne sait pas qu'on est d'ailleurs et l'acte de photographier. Donc quand on va regarder une production, quand on va regarder des photos, on peut aller assez loin en fait. Dans moi, ce qui me fascine, c'est-à-dire les histoires humaines. Donc il y a l'histoire qu'on shoot, mais il y a aussi la façon dont nous-mêmes on s'inscrit dans cette histoire, et ça rajoute un peu de richesse. Ce qui me rassure, c'est que tu poses une question que je pose tout le temps, moi. Et qu'est-ce qui te fait déclencher ? C'est une des premières questions que je pose aussi en mentoring. Ouais. Et, elle est importante. Elle est aussi compliquée qu'utile à creuser. Je pense pas qu'on ait de réponse définitive à ce genre de questions. C'est quelque chose qui évolue. Mais par contre, voilà, le chemin d'aller chercher des réponses à ces questions est peut-être plus intéressant que les réponses en elles-mêmes. En fait, ça ouvre d'autres choses. Est-ce que tu serais en train de dire qu'en photo, il n'y a pas que la photo ? Ah bah non, c'est pour moi, c'est la dernière étape. Ouais. L'outil. Dans approcher une scène. Alors pourquoi telle scène plutôt que d'autres ? Pourquoi trouver sa place, trouver l'approche ? Finalement, le clic, il vient en dernier. J'ai l'habitude de dire aussi, voilà, dans mes accompagnements, que quand on... J'ai perdu ce que l'habitude de dire dans tes accompagnements que le clic vient en dernier. Le clic vient en dernier, donc... Bon, j'ai perdu ce que je voulais dire, ça me revient. C'est pas grave, ça reviendra après. Ce que je m'étais noté également, c'est que tu fais de la street photographie, mais de la street photographie qui a un aspect notamment beaucoup plus documentaire que la moyenne, c'est-à-dire que tu es entre ces gens qui vont faire des trucs purement contemplatifs, des belles compos, mais qui finalement c'est des images isolées qui racontent pas forcément une histoire large, et la personne qui fait des reportages, en fait des vrais reportages photos, tu vois, qui sont travaillés, qui sont là que pour raconter une histoire. Toi, tu es un petit peu à mi-chemin entre ces deux univers-là, non ? Peut-être bien, mais je pense que on peut s'exprimer en photo à travers une image, à travers des images unitaires. Maintenant, il y a une vraie richesse, comme un calque, comme une couche supplémentaire qui se superpose quand on a plusieurs, quand on travaille en série ou quand on... Alors, du dessus, d'en dessous, d'à côté, je ne sais pas trop, mais c'est vrai qu'il y a une couche d'information qui peut se cacher dans une séquence, dans une façon de présenter. On peut ramener de la richesse, on peut partir par exemple avec des images très descriptives, et puis au fur et à mesure d'une série, on quitte le côté description. Alors pourquoi ? Je pars du principe que la photo est un langage. Si la photo est un langage, alors il y a tous les attributs du langage. Un vocabulaire, une syntaxe, une grammaire, un rythme, voilà. Et la littérature nous montre qu'en utilisant
utilisant les mêmes règles, on peut avoir des couches infinies d'informations, avec quelquefois des choses intéressantes qui se situent entre les lignes. Donc, est-ce que la séquence et le travail en série, c'est pas mettre un focus sur l'interligne ? C'est une question qui peut se poser. On va y revenir un petit peu plus loin parce qu'on est encore que dans l'intro. On va déjà très très loin. On reparlera de deux autres choses aussi un petit peu plus loin. C'est que j'ai l'impression que tu as deux visages, c'est presque deux photographes différents. Tu en as un qui shoot en couleur et tu en as un qui shoot en noir et blanc. Et visuellement, ça pourrait ne pas être la même personne. En fait, c'est assez marrant de voir ça. Alors, j'ai travaillé en noir et blanc très longtemps, on va dire les 10-15 premières années, où je faisais que ça. Et puis, à la fin du livre, je m'étais dit, je vais me lancer dans la couleur et je ne fais plus que ça. Donc, je ne fais pas partie des gens qui mixent. D'accord. C'est deux périodes de ta vie, en fait. C'est deux périodes, et pour moi, c'est des photographies différentes. Je pense qu'on va pas forcément cliquer sur les mêmes choses quand on est en noir et blanc et quand on est en couleur. Ouais. C'est l'histoire de la photo, c'est une histoire de choix. Ce qu'on met dans le cadre, ce qu'on met pas dans le cadre. Si on met quelque chose dans le cadre, il y a forcément plein d'autres choses qu'on met pas. La distance, le tel moment plutôt qu'un autre. Voilà, donc c'est qu'une histoire de choix. Et pour moi, c'est pas les mêmes images, notamment le noir et blanc. J'aime bien me référer à nos perceptions de base. A priori, on voit en couleur. Le noir et blanc, on enlève une couche d'information par rapport à notre perception de base. Et en ça, on tend vers l'abstractisation de ce qu'on décrit, tout simplement, parce qu'on retranscrit pas la même chose c'est moins fidèle à la réalité. Mais d'un autre côté, si on enlève une couche d'information, alors il faut que celle qui reste soit plus percutante, vaille le coup d'être montrée. Je suis assez obsédé par cette question. Qu'est-ce qui est suffisamment valable pour mettre à la vue des gens ? Ça, c'est quelque chose qui m'obsède un peu et qui peut guider des choix d'image, des choix d'editing, telle image plutôt que d'autres. Tu shootes pas en argentique, même à l'époque du noir et blanc ? Alors, je ne shoot pas en argentique. Par contre, j'ai peut-être un process qui s'y rapproche. C'est-à-dire que j'ai l'écran. Je shoot pas à l'écran. D'accord. Je shoot pas à l'écran. J'ai un viseur optique qui est un trou. Donc aucun traitement, voilà. Et je regarde pas les images. D'accord. Je shoot assez peu, malgré la facilité du numérique, parce que je pense que au fur et à mesure où on avance dans une pratique, on est de plus en plus à l'aise avec ce qu'on cherche, même si on n'a pas forcément la facilité à mettre ça en mots. Et je pense que c'est une des beautés de la chose, c'est quand les réponses, le 100% de la réponse ne passe pas 100% dans les mots. Ouais. Bon, on pourra en reparler. Non, mais j'aime bien l'idée de se ralentir aussi, de se forcer à ralentir. C'était un thème que je voulais développer. Je n'ai jamais écrit l'article, j'ai jamais fini l'article, j'ai commencé à l'écrire. Mais en fait, j'ai passé j'ai un X100V au quotidien que j'ai passer en mode argentique entre guillemets, c'est-à-dire que je force à ralentir. Je peux pas faire des rafales par exemple parce que j'ai passé en noir et blanc totalement. Et comme c'est une recette, tu sais, tu peux programmer tes recettes. En fait, la photo met un peu de temps à s'enregistrer au moment où tu cliques. Donc, ça, c'est un peu qui me rend dingue. Ton appareil se bloque une seconde, en fait. Donc, tu as intérêt à déclencher au bon moment parce que tu peux pas faire clac, clac, clac. C'est super formateur. Vaut mieux se manger des années de photo bof à s'entraîner à être soi-même dans le moment que d'essayer de fuir ça par des artifices techniques. Moi, le but, c'était dans la vraiment photo, il y a beaucoup de fuites. On va trouver des subterfuges pour fuir beaucoup de choses. Moi, je considère, en tout cas, ce que j'ai découvert pour moi, c'est que la photo a un potentiel de quête initiatique, vraiment, quand on le pousse vraiment loin.
Et on se rend compte qu'on fait plein de choses par facilité et surtout pour fuir des choses, voilà, des blocs avec lesquels on se sent plus ou moins à l'aise sans forcément en être conscient Moi, à chaque fois. ça vient d'un truc tout con, c'est que quand je bosse, je déclenche beaucoup, parce que tu es payé pour être là et tu es payé pour assurer le coup. Et je trouve que parfois, ça me dessert. C'est-à-dire que ça bloque une partie de la réflexion. Parce qu'au lieu de te dire, tu fais une belle photo et tu passes à autre chose, tu as tendance à te dire, bon, je peux jouer à la sécurité, tu vois. Et puis tu y vas et tu bouges un peu et trucs. Et en fait, tu te reposes un petit peu trop sur la chance au lieu de te reposer sur ta réflexion. Sur une journée qui dure 14 ou 16 heures, c'est compréhensible que tu as des moments de moins bien. Mais je pense que quand ton cerveau est câblé pour quand même faire gaffe, c'est autrement plus facile. Et c'est une manière de me forcer justement dans le quotidien à perdre cette habitude-là, que je ne perdrai jamais totalement. Mais je peux recabler certaines choses. Moi, je pense que c'est intéressant de voir ça dans tout le process. Parce qu'en fait, tu décris un process, une façon de faire, qui est en fait corrélée à ce que tu vas en faire à la fin. Donc, dans le cadre d'un reportage, d'un mariage, ou d'un brief, on a des choses qui sont attendues. Donc, on va se concentrer sur la restitution de quelque chose attendu. Dans une pratique plus libre, plus artistique, qu'est-ce qui est plus dur à la fin? C'est se confronter aux attentes d'un brief ou se confronter à rien. Parce qu'il y a une histoire de vide et de sens, par exemple la photo de rue, en dehors de documenter un moment et une situation. Pourquoi on fait ça? Quel est le sens C'est quelque chose qui est fascinant. Je peux compléter ce que tu viens de dire, parce que dans le reportage, en fait, il y a l'attendu, mais l'attendu, c'est un vrai piège. Et tous ceux qui sont là depuis très longtemps vont te dire que la vraie magie, elle est dans tout ce qui est entre les lignes de ce qu'on attend, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu es bon. Parce que l'attendu, tout le monde le fait. Mais c'est cette friction sur le moment. On est là dans le cadre d'un brief, pour répondre au brief, mais c'est la friction entre soi-même et ce dont on pense qui est attendu à la fin de ce brief. C'est cette friction-là qui génère des choses surprenantes. Justement. Dernier point de l'intro, c'est ton livre. Je l'ai là. J'espère que la caméra va se mettre dessus. Je le montre, je vais le mettre devant toi. Voilà. Il s'appelle Terre fertile. Ah voilà, c'est bon. Elle a compris qu'il fallait se mettre. Donc le livre s'appelle Terre fertile. Je le présente. Bon, elle n'a pas compris, elle refuse de comprendre. Qui est un très beau livre, dont on va parler un petit peu plus loin et qui est aussi une des raisons pour lesquelles on a commencé à discuter, parce qu'on s'était parlé avant les vacances, mais que par message, il me semble, et puis on avait dit qu'on allait enregistrer quelque chose. Je crois que tu partais, je sais plus. Je repartais dans les Balkans. Voilà. Et peut-être finir. Non, le livre était déjà. Non, sorti. le livre était déjà. Le livre était déjà en projet, mais bon, en tout cas, tu partais, puis du coup, ça a un petit peu traîné. Et on s'est croisés au lancement du livre de Fabien Ecochard. Oui. Et il se trouve que tu avais ton livre également là. Oui. Et moi, j'étais super frustré parce que celui de Fabien n'était pas là. Je voulais pas repartir les mains vides. Et ton livre était joli. J'ai dit, tiens, je vais le prendre. Et du coup, on a commencé à discuter comme ça. Et c'est un petit peu aussi un des déclencheurs de cette interview. Et on reparlera un petit peu plus loin parce que sa genèse n'a pas été simple, manifestement. Enfin, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour le dire. C'est une histoire d'échelle. Si on regarde de loin, ça peut avoir l'air d'un long fleuve tranquille. Et puis plus on se rapproche, plus on voit qu'il y a des petits courants. C'est l'image de quoi le succès ressemble de l'extérieur et ce que c'est réellement, quoi. Donc c'est toujours intéressant de voir ça. C'est une aventure, un livre, c'est passionnant. Surtout quand on le fait sérieusement. Parce qu'on fait tous des zines maintenant, c'est très facile, mais le zine, tu as tendance à empiler un peu sans trop te poser de questions. En fait, c'est comme l'histoire du brief. Finalement, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Ouais. Je connais plein de gens qui sont plus animés par le fait de faire. Ouais. Le fait de faire a plus de poids que le fait de faire bien ou au mieux, ce que je peux comprendre, parce que rester dans des
des objectifs, je veux le faire au mieux, il ne faut pas avoir contrainte de temps, parce que le mieux évolue tout le temps. Donc quelquequefois, c'est très bien aussi de faire rapidement et de faire en sorte que ça sorte, les choses sortent dans leur timing. Mais tout dépend ce qu'on veut en faire. Il faut être capable de démarrer en tout cas. On va commencer la partie interview proprement dite. On est à 20 minutes d'enregistrement. C'est déjà pas mal. Les 4 premières questions sont toujours les mêmes pour tout le monde. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Alors j'ai deux réponses. Première réponse à soit un photographe amateur qui débute, ou une personne qui pratique pas forcément la photo mais qui s'y intéresse, côté spectateur. C'est pour moi un monument pour ces périodes-là, qui est Leçon de photographie de Stephen Shore. D'accord. Donc de Nature of Photograph en anglais. Je crois qu'il existe dans les deux versions. Je crois que c'est chez Phaidon qu'il est sorti. Et donc, Stephen Shore, je ne sais pas si on est là pour refaire un portrait de ce photographe, qui est un immense photographe extrêmement influent dans l'histoire de la photographie, qui ne fait plus qu'enseigner, qui est au Bard College, je crois, ou dans un collège, une université aux États-Unis. Et il a développé une méthode pour parler et faire comprendre la photographie qui se base sur la différence entre la photo et la réalité. Mmh. C'est une mine. Vraiment, je m'en sers dans les différents workshops ou mentoring. C'est vraiment très utile pour prendre conscience du pouvoir qu'a la photo, sachant que c'est pas du tout naturel. Là, on voit la réalité, on expérimente la réalité en 3D, la photo c'est de la 2D, et quand on passe de la 3D en 2D, il se passe des choses. La réalité c'est un continuum quasi infini, espace-temps, la photo on va lui mettre des bords, donc quand on lui met des bords, il se passe des choses, etc. etc. Donc, dans ce premier, entre guillemets, ciblage de photographes, jeunes photographes, donc Leçon de photographie de Stephen Shore, et pour des gens plus avancés, je pourrais en avoir plein. Le premier qui me vient en tête, ce serait les Mennonites de Larry Towell, qui est un exemple, un monument de travail documentaire, voilà, qui, à mon sens, conjugue à peu près tout ce qu'on peut admirer dans ce genre de travail, une poésie absolument dingue, tout en étant au jour le jour dans des circonstances plus ou moins rude, parce qu'il a fait passer peut-être une dizaine, voire plus d'années à suivre des Mennonites, donc une communauté volontairement retirée de la technologie et du confort moderne, et ressort de là un ouvrage magistral. D'accord. Moi, je connais ni l'un ni l'autre, mais du coup, voilà. Ça va être encore... je vais avoir des problèmes. Alors ça tombe bien, le Mennonite, il vient d'être réédité. Moi, j'ai eu la chance de le trouver après 10 ans de recherche, une première édition, parce qu'il a été sold out assez rapidement. Il a passé un grand moment en mode culte. Et quand tu l'as payé 400 € en édition... Alors en plus, c'était même pas édition. Le cas. Mais voilà, il y a après des petites anecdotes de synchronicité qui sont étonnantes. Donc je travaillais sur les nombreuses différentes maquettes de mon livre, et puis je me rappelle de ce livre-là et puis de son format. J'avais un vague souvenir, et je me dis oui, mais comment il a fait lui pour telle ou telle chose. Donc je fais une recherche sur Google, je tombe sur une vidéo YouTube avec les fameuses vidéos page à page de livres, et puis je me dis oui, tiens, pour sur telle raison il a fait tel choix, ça va peut-être me servir pour le mien. Et puis je reviens, du coup, je reviens sur la page Google. Puis juste en dessous de la vidéo, je vois le nom du bouquin, une librairie à Paris marquée en stock. Pardon ? D'accord, c'est sold out depuis 10 ans, c'est absolument culte. Ouais. Je me mets à flipper, à trembler un peu. J'appelle la librairie et qui me dit oui, j'en ai récupéré un. Je vais ok, bon, j'arrive. Donc trouver un bouquin qu'on cherche depuis 10 ans, pile au moment où on se dit que tiens, il va peut-être être utile pour ma propre démarche. Ouais. Voilà, l'anecdote. C'est un bon. Et du coup, tu l'as payé le prix normal, 60 €, je crois, quelque chose comme ça. Ça c'est très bon, quoi. Parce que première édition française, neuve. J'ai un livre comme ça qui est le livre que j'aimerais trouver, qui est Telex Iran.
Oui. Alors, moi, en fait, tellement que j'ai laissé tomber. Quand on voit le monument que c'est... En Europe, oui, j'ai laissé tomber. Si un jour je vais aux États-Unis, je ferai tout ce que je peux pour le trouver là-bas. Parce que là-bas, ça reste n'importe quoi. C'est quand même 400 ou 500 $ pour un livre. Mais par rapport aux 1600 que tu peux trouver ici, ça reste limite, tu peux te justifier en disant je l'achète, je le lis et je le revends, quoi. Mais un jour, je mettrai la main dessus. Un vrai passionné ne revendrait pas ça. Oui, non, mais tu peux le justifier comme ça en disant C'est au pire, vrai, je le revends, tu vois. Non, oui, pareil, c'est partie il fait partie Ouais. de mon top 3. C'est un truc que je cherche et que je finirai peut-être par trouver un jour. C'est ma mère qui fait beaucoup On les sera- brocantes et au courant que si Ouais. elle tombe sur un livre qui s'appelle comme ça, il faut qu'elle l'achète tout de suite. On sera en concurrence. On fera les enchères ensemble. C'est quoi être créatif? C'est une bonne question. Se poser des questions, peut-être. Se poser des questions et essayer de mettre de l'énergie pour essayer d'y répondre, sans forcément dire qu'on a les bonnes réponses à chaque question. Mais chercher, essayer, se tromper, revenir, réessayer, voir la différence avec la première fois qu'on s'est trompé. Et voilà, se poser des questions. C'est je de pense. faire. C'est de Faire et mais réfléchir. voilà, d'y penser, Ouais. en fait. C'est Peut-être ce qu'on plus que disait, faire. c'est ce qu'on disait au début. C'est pas que faire les photos, c'est aussi les regarder et revenir dessus pour se poser les bonnes questions, quoi. Et alors après, on peut aller vachement plus loin que ça, c'est-à-dire se poser la question à nous-mêmes. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous attire là-dedans? Comment on s'interface avec cette pratique? Et on peut vite tomber dans les attributs d'une quête initiatique où en fait on va finalement, est-ce que la seule chose qu'on fait dans la pratique photo, est-ce que c'est pas de se découvrir soi-même à travers les choses qu'on shoot? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été capables d'y répondre au cours de leur vie, ou alors au bout de 50 ans de photos, peut-être un Meilleur Horowitz ou un Daido Moriyama. Pour reboucler sur le début de la question, c'est peut-être ça, être créatif. C'est passer sa vie à chercher ce qu'on est. Ce serait bien que ça prenne pas toute une vie, parce que ça voudrait dire que c'est complètement inatteignable. Je suis pas sûr que ce soit complètement inatteignable, peut-être, mais je suis pas sûr. Je pense qu'on peut déjà faire beaucoup. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien se prendre un peu la tête et essayer de réfléchir à tout et à Ce serait pas simplement devenir sage, dans le sens je pense sagesse. que ça fait partie du process, en fait, parce que mieux on se connaît, mieux on peut accepter des choses. Il y a un vrai pouvoir de l'acceptation. Est-ce qu'on est toujours en conflit avec soi-même quand on arrive à accepter des choses qui ne nous plaisent pas fortement? Est-ce qu'on est toujours aussi frustré de rentrer après une journée de photos avec rien, en se disant en fait c'est pas grave, on verra bien demain, mais et pousser un peu le truc, genre ok, j'ai rien, c'est pas grave certes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que à tel moment je suis passé, j'ai une presque photo, comme on dit avec des potes, la presque photo. Qu'est-ce qui génère le presque? Qu'est-ce qui peut diminuer l'impact de ce presque, quoi? Donc voilà, c'est à mon sens se confronter aux choses. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on dit que la créativité s'exprime au mieux dans la contrainte? Parce qu'on est obligé de comprendre la contrainte, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Voilà, se confronter peut-être. On va loin là. Une question que tu poses toi aussi, qu'est-ce qui te fait déclencher? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait qu'une seule réponse, et je suis même pas sûr que le sens de tout ça puisse tenir dans des mots. Je pense que me concernant, il y a une grande part d'insouciance qui me drive beaucoup.
Peut-être c'est quelque chose, peut-être c'est parce qu'on a un sentiment que plus on va dans le temps, plus on le perd, ça. Alors est-ce que c'est général? Est-ce que c'est le jeu de monter en âge? Voilà. Est-ce que c'est une part de la société? Est-ce que c'est pas juste une illusion purement personnelle? Je suis assez attiré par ça. Ou peut-être le manque qu'on en a maintenant, enfin que je peux en avoir maintenant. L'empathie, beaucoup. La curiosité. Et puis, comme tout le monde, un secret espoir de peut-être à la fin de la journée être content d'une image ou deux, quoi, tout simplement. J'aime bien l'empathie. Je crois que c'est le mot que j'ai cherché quand je préparais l'interview qui ne me venait pas. J'étais bloqué, il y avait un truc qui me manquait et je crois que c'est ça le terme. J'y crois beaucoup, en fait. Et ça a une telle puissance, même sociétalement. Je pense que c'est quand on manque d'empathie ou quand on n'y pense pas ou on ne lui laisse pas suffisamment de place que les problèmes commencent, sociétalement. On ne vise personne en particulier, mais il y en a quelques-uns qui dirigent le pays. C'est quoi une bonne photo ? J'aurais tendance à dire une photo qui fait passer des choses en dehors du langage. C'est-à-dire, vous avez une photo, vous la regardez, un exercice mental, c'est de se dire, ok, j'ai une photo, j'ai un ami qui est non-voyant, je vais lui décrire la photo par les mots, et au bout de tout ça, je n'aurais pas transmis 100%. D'accord. Bon résumé. C'est assez compliqué à décrire plus que ça. Peut-être si une référence, j'avais cette intuition-là sans forcément avoir ces mots aussi efficaces que ça. Mais j'étais tombé sur une interview d'Alexandre Astier, une conférence sur l'IA, le rôle de l'IA et les dangers de l'IA avec la production audiovisuelle. Et on lui pose la question, est-ce que l'IA est une vraie menace pour la production de films ? Et il a cette réponse dantesque qui dit « jamais de la vie ». Parce que, donc je cite, le beau se génère en dehors du langage, or on pilote une IA par du langage. Donc CQFD, elle ne pourra jamais restituer du beau parce que cette notion de beau est générée en dehors du langage. Ouais. Je trouvais ça magnifique. C'est brillantissime. Mais c'est un type brillant, Astier. Ouais. C'est chaque fois. J'avais un peu l'intuition de ça, sans avoir des mots aussi efficaces que ça. Et je suis en fait hyper d'accord. Donc qu'est-ce qui se fait déclencher ? En vrai, est-ce que vraiment on en est conscient ? Est-ce que tu peux mettre un mot dessus ? Tu peux pas. Je peux te poser la question, mais est-ce que tu peux vraiment répondre ? Et est-ce qu'on peut être 100% conscient de ça ? Peut-être, mais je sais pas. Il y a peut-être une personne à qui et c'est peut-être justement cette friction-là entre le conscient et l'inconscient qui génère une espèce de magie dans l'acte de photographier. Ça peut aller loin, cette discussion. J'ai 4 grandes parties à l'interview. La première, on a commencé à en parler un petit peu plus tôt, la couleur contre le noir et blanc. Donc tu mélanges pas, c'est tout l'un ou tout l'autre. Tu m'as dit un petit peu plus tôt dans l'interview qu'en fait, au-delà du fait que c'est des choix, c'est surtout une période de ta photographie en fait. C'est qu'à un moment tu shootais en noir et blanc et tout d'un coup tu t'es mis à la couleur. Tu fais plus du tout de noir et blanc aujourd'hui ? À 95% non. Ça peut m'arriver d'y retourner, mais pour des raisons particulières. Quand ce que je shoot, quand les situations, quand la couche d'information amenée par la couleur est une distraction, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur narrative et qui vient perturber le reste, je peux repasser en noir et blanc. Mais par contre, je le sais dès le départ. D'accord. Je me rappelle d'une vidéo qu'on avait tournée l'année dernière au Nouvel An chinois. Et en première lecture, on peut se dire waouh, il y a plein de couleurs partout, mais c'est tellement anarchique et c'est tellement présent que ça vient écraser le reste. D'accord. Et donc là, je suis revenu en noir et blanc sur toute l'après-midi. Alors du coup, c'est un choix en amont quand même que tu fais, ou c'est pas tu shootes et puis après tu te rends compte que c'est... Alors non, mais ça je pense que ça marche pas. C'est personnel, on peut avoir d'autres vues là-dessus, mais
Pour moi, c'est pas les mêmes images. On va pas déclencher pareil en couleur et en noir et blanc. Donc, se dire après coup qu'une conversion va permettre de soit sauver une image, voilà, pour moi, ça marche pas parce que ça. C'est le geste du début en fait. Soit on voit en noir et blanc, c'est-à-dire normalement on voit en couleur. Donc shooter en noir et blanc, ça veut dire j'enlève une couche d'information. Ça veut dire que tu shootes par rapport à la lumière plus que par rapport aux couleurs. La lumière, le contraste, la géométrie. Quand on enlève une couche d'information par rapport à notre perception, c'est quand même une couche d'information en moins. Donc ça implique que ce qui reste soit suffisamment fort pour justifier une couche d'information en moins. Donc pour moi, c'est pas les mêmes images, alors que la couleur est liée, historiquement, est liée à l'émotion. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas d'émotion en noir et blanc, bien au contraire, mais on doit dealer différemment avec la représentation du réel. C'est à la fois, si on va dans l'idée que la beauté de la photo, c'est abstractiser le réel, alors, dans un premier temps, on peut se dire le noir et blanc, c'est le plus simple parce que c'est plus loin de ce qu'on perçoit. Mais d'un autre côté, si on enlève quelque chose, ça veut dire que ce qui reste, faut qu'il soit proportionnellement plus fort pour combler ce manque d'informations. D'un autre côté, on peut se dire la couleur, c'est plus simple parce qu'on est habitué à voir en couleur, mais justement, si on est habitué à voir en couleur, comment on densifie l'émotion d'un instant qui est par définition dilué dans le temps, parce qu'on l'expérimente comme ça. Donc, c'est marrant parce que tu dis ça comme ça. J'ai noté, moi, dans mes questions. Hier, on a enregistré la Libre Antenne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tous les 15 jours, on enregistre un épisode dédié dans l'œil du photographe sur le Discord dans l'œil du photographe. Donc, cherchez DLODP sur Discord et vous tomberez dessus et pouvez nous rejoindre. Et donc, on est qui veut venir participe. On se retrouve souvent entre 5 et 10 personnes à discuter d'un sujet. Hier, c'était les bonnes résolutions. C'était quel cadeau vous avez eu à Noël et quelles sont vos bonnes résolutions. Et j'ai eu Coralie Garavel qui est venue participer, qui a fait un épisode déjà de Dans l'œil du photographe. Et elle, c'est une photographe qui est très, très... à défaut de le dire mieux, très forte en couleur. C'est-à-dire qu'elle fait des photos en couleur où vraiment elle sait utiliser les couleurs, elle sait les rendre fortes, elle sait les maximiser, elle sait les sublimer. Et c'est un de ses talents, notamment, c'est ça. Et sa bonne résolution cette année, c'est de dire qu'elle ne fait plus de photos en noir et blanc dans ses reportages. C'est-à-dire qu'elle ne rend que du full couleur en disant, ce qui est une vérité, parce que moi aussi je le constate dans ma façon de fonctionner, souvent, moi quand je rends une photo en noir et blanc, c'est une photo que je galère à traiter en couleur, parce qu'elle a certains défauts, mais que je pense qu'il y a quand même quelque chose à refaire. Donc ça finit souvent par être une photo filler, mais par exemple, parce qu'il faut équilibrer une balance de couleurs entre la lumière intérieure et la lumière extérieure, tu as un peu de jaune, un peu de bleu, c'est emmerdant, il faut supprimer un peu, enfin, c'est tout un jeu d'équilibre pour que la photo fonctionne, qui n'existe plus en noir et blanc, donc ça te permet de traiter ta photo plus rapidement. Donc où ta photo est légèrement floue et bizarrement, parce qu'à l'époque où on shootait en noir et blanc, c'était des mises au point manuelles, on était peut-être un peu plus tolérant là-dessus et la photo en noir et blanc peut être moins parfaite. Le film est plus tolérant sur la mise au point aussi. Peut-être, à l'époque de l'argentique. Ouais, peut-être aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même des exemples de photos plus ou moins ratées à l'époque de l'argentique où c'était que du noir et blanc, qui font que pour moi, il y a peut-être une tolérance davantage sur le noir et blanc, où tu peux faire genre c'est vintage, tu vois, le mot passe-partout qui va bien, mais ça permet aussi de faire passer certaines choses. Tous les pros, tous les gens qui rendent des albums professionnellement pour lesquels ils ont été payés, ont plus ou moins eu cette réflexion à un moment, et en général quand on passe une photo en noir et blanc, c'est rarement pour la beauté du geste, c'est vraiment parce que c'est plus simple en fait, et ça va jusqu'aux Touman qui sont quand même un peu une des références mondiales de la photo de mariage, qui assez fréquemment sortent des photos en noir et blanc parce que c'est plus facile à traiter, et pourtant Dieu sait qu'eux savent retoucher les images, c'est plus facile de la faire en noir et blanc, tu vois.
Donc, Bah, quelque après, part, quand tu as un rendu de 300 ou 400 images à ou traiter, on va chercher, Ouais. on va chercher ça. t'essaies d'optimiser un petit peu, ça c'est sûr. Mais Mais- voilà, moi je l'expérimente en amont de la prise de vue. Ouais. Où on se dit, ok, par exemple, il y a des destinations. Alors ça peut être très discutable et discuté, mais il y a des destinations qui pas dictent, pas imposent, mais voilà, aller shooter Cuba en noir et blanc, c'est une vraie intention. Mm. Pour moi, donc, voilà, on parlait des Balkans, moi, c'est très noir et blanc. Paris, pour moi, c'est très noir et blanc. Après, c'est peut-être juste des choses personnelles. Voilà, donc il y a des configurations aussi qui dictent un peu tout ça. Et ça fait la richesse des. Alors, ça complique les choses parce que ça rajoute des éléments qui compliquent les décisions. Mais d'un autre côté, ça peut aussi simplifier le process en se disant je ne vais pas penser à ça image par image, mais par type de configuration. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu choisis l'un ou l'autre? Alors, moi personnellement, je n'ai fait que du noir et blanc pendant les 15 premières années. Parce que j'ai un des premiers conseils qu'on m'a donné, c'est quelqu'un de très strict. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment compris pourquoi. Donc compris étymologiquement, prendre pour soi. Voilà, on choisit un boîtier, une focale, couleur ou noir et blanc, peut-être même une valeur ISO, et on bosse pendant 10 ans. Ouais. Sur ces bases-là. Ce que faisaient les grands photographes déjà à l'époque. Et j'ai trouvé ça extrêmement utile. Je comprends maintenant pour le pourquoi. Et donc je commençais en noir et blanc. Je m'étais dit ok, je vais me borner à ça. Et alors je ne peux pas dire que j'en ai fait le tour parce que on fait jamais le tour de rien. Mais à un moment donné, je m'étais dit je commençais à découvrir des travaux en couleur, des pionniers. Voilà, du Eggleston, sans parler des Webb, Gruyère, etc. Ouais. Et en me disant, il y a un vrai truc à creuser aussi dans la couleur. Et puis, j'ai commencé un peu en couleur. Moi, j'aime pas faire les choses en même temps. Parce que faire des choses en même temps, tu finis schizophrène. Ouais. Et tu sais, assez rapidement, tu sais plus comment tu t'appelles. Donc, à partir du moment où je me suis décidé à tester, à expérimenter la couleur, je me suis dit, ok, dans cette période-là, je ferai plus de noir et blanc. Donc, ça fait quelques années, 2-3 ans maintenant que je fais plus que de la couleur. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'impression d'avoir deux photographes différents en fait, selon la couleur ou le noir et blanc. Peut-être. C'est que c'est pas le même photographe en réalité. C'était plus la même personne entre le moment où tu es passé de l'un à l'autre. Ah ouais, tu trouves ? Je sais pas, mais je pense qu'on pourrait tout à fait les séparer en deux comptes distincts et tu mets deux noms différents et personne ne va percuter. Ok, il faudra travailler là-dessus. Alors. Je pense. Je crois que je travaille là-dessus. Alors. Peut-être qu'il y a un truc à voir, à travailler. Il y a peut-être une surprise à faire. Comme il y avait des écrivains qui avaient un pseudo pour certains types de... Alors j'ai la chance de ne pas avoir la contrainte qui ont amené certains à prendre un pseudo. Ouais. Genre Joseph Koudelka, par exemple, qui prend un pseudo parce qu'il ne peut plus retourner chez lui. Voilà, j'ai pas ces contraintes-là. Donc... Ça aide. La deuxième grande partie de l'interview, c'est le côté documentaire de ta photographie. Tu fonctionnes, même dans tes séries les plus courtes, sur des thèmes. Il n'y a pas vraiment de photos isolées dans ce que tu montres. Il n'y a pas une photo qui... Enfin, certainement que si, mais je veux dire, c'est jamais présenté une photo isolée. Même sur Instagram, tu as tendance à montrer des séries de photos. Est-ce que pour toi, tout fait partie d'une histoire plus large, en fait, ou est-ce que c'est quelque chose qui est spontané et réfléchi à l'inverse, tu vois. Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. J'ai tendance à penser que la série amène une couche d'information en plus, forcément. C'est un peu sur les couches d'information, en fait. Tu rajoutes en fait, une couche avec la couleur, une couche avec l'histoire, une couche avec... Tout simplement parce que il y a une image unitaire à sa propre vie, une succession d'images à sa propre vie, mais ce qui se passe dans le blanc entre les images d'une séquence a aussi sa propre vie. D'accord. Et comme dans un roman, il y a ce qu'on lit, il y a ce qui est décrit, il y a ce qu'on comprend, et il y a tout ce qui est contenu dans l'interligne.
Ouais. Et pour moi, à mes yeux, la magie totale est ce qui s'inclut dans les interlignes. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Toute la magie, elle est dans un entre-deux. Tu as l'attendu. Et puis, tout ce qui est magique se fait entre les lignes de ce qu'on t'a donné, quoi. Oui, il n'y a sûrement pas que ça, mais le fait d'être en série autorise ça, ce qui, de toute façon, est quasi impossible avec l'image unitaire, puisque il n'y a pas cette interligne entre deux images. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moins, voilà, mais c'est encore un autre vocabulaire. Après, ce que j'aime bien dans ton travail, c'est que la série a l'air simple, c'est-à-dire ça ne semble pas inaccessible. Ça peut être effectivement les Balkans, quoi, un sujet aussi vaste que ça, et ça peut être sortir au carnaval à Paris, et ça aussi c'est une série, ou aller au Nouvel An chinois, et ça c'est une série. Alors c'est une série au moment où elle est montrée. Ouais. Ce sera peut-être un petit peu plus gros plus tard. Oui, mais, au même, moment où on décide de la montrer, oui, chaque sortie, le Dunkerque au jour de l'an, en soi, ça peut être une série de photos, même si tu n'as que 5-6 bonnes photos sur la journée réellement, tu vois. Après, tu as des photos qui permettent aussi de faire des transitions qui sont peut-être un petit peu moins bonnes, mais qui ne sont pas moins importantes. Et c'est comme ça que tu arrives à une série. Moi, je sais que la première série de photos que j'ai vraiment faite, qui était ma série sur les sapins, abandonnée, d'ailleurs, il y en a plein en ce moment, là, on est début janvier, je vois ça et j'arrive pas à me remettre dans le mood. Je pense que quelque part, j'ai dû la terminer inconsciemment. Voilà, ça c'est la question, quand est-ce qu'on finit un projet, ça fait partie. Ça a été au départ pas une série dans ma tête. La première fois, j'ai juste vu un sapin dans un sac doré. J'ai dit c'est joli, c'est triste. J'ai pris la photo, tu vois. Et puis en fait, j'en ai vu plusieurs. Et puis j'ai continué, j'ai essayé de faire une meilleure photo. Et c'est devenu une série qui m'a amené un prix en plus. Donc quelque part, j'ai bien fait de la faire. Mais ça a été une jeunesse très très compliquée de faire ma première série parce que je savais pas ce que c'était qu'une série en fait. Et quelque part, toi, parce que mes exemples, c'était des photojournalistes. C'est des mecs qui vont à l'étranger faire un truc sur Haïti. Voilà, série sur Haïti. C'est grand, c'est large, c'est impressionnant, c'est dingue. Et finalement, quand je suis tombé sur ton site, c'était presque abordable. Dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens c'est facile, mais quelque part, je me suis dit, finalement, je pourrais probablement trouver des choses comme ça à faire et en faire des séries. Mais tout peut être... J'aime bien mettre en parallèle la photo et la littérature parce qu'elles partagent beaucoup de choses en commun. Le plus important, c'est la raison d'être. C'est-à-dire qu'en littérature, par exemple, on a un Balzac qui nous fait 3 pages sur un trou de serrure et un Rimbaud qui nous déconnecte en 2 vers. Ils ont utilisé les mêmes lettres, le même cadre. Donc si la photo, c'est un langage, c'est un code qui permet de transmettre un message entre un émetteur et un récepteur avec tout le côté aléatoire qu'il peut y avoir entre les deux. Donc en fait, finalement, est-ce que tout ça, c'est pas des questions subsidiaires ? Ce qui détermine la chose, c'est pourquoi on décide de le montrer. Et après, c'est à nous, en tant que photographes, de se débrouiller pour que dans nos vocabulaires, dans la façon dont on va s'y prendre, on ait le plus grand pourcentage possible du message qui soit transmis plus ou moins tel quel entre l'idée et la façon dont c'est reçu. Donc en ça, la série, c'est qu'un format, en fait. Donc tout peut être une série. Moi, notamment en faisant le livre, moi j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. Avant cette version-là, j'ai fait 4 ou 5 versions tout seul chez moi, avec une petite imprimante. Et quand on séquence ça, on se pose la question, pourquoi celle-ci ? Pourquoi c'est facile de se dire, ok, je vais aller sur un best-of de ce que je considère être les meilleures images. On loupe. Dans ce cas-là, on loupe cette interligne. C'est-à-dire que tu racontes moins une histoire et tu fais juste un truc joli. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas forcément le but, quoi. Je pense qu'on a un très bon travail quand on se dit que alors, il faut que je la retrouve. Quand la somme des parties amène plus
que chaque partie individuelle. Ouais. C'est-à-dire le bouquin, la série ou quelque chose imprimé. La façon de mettre tout ensemble apporte plus que la somme, l'addition des images unitaires dedans. Pour le Pour moi, ça, simplifier, c'est un c'est quand critère. 1 plus 1 égale 3. C'est ça. Pour moi, c'est un des critères où on se dit, OK, je commence à avoir quelque chose. Ouais. Après, il y a plein de pièges. C'est en général, à 80%, quand on se dit, je commence à avoir fait le tour de mon sujet, en vrai, ça veut dire, je commence à avoir fait le tour de l'intro. Et que c'est au moment où on se dit, je vais peut-être lâcher tel ou tel projet, en général, c'est le moment d'y plonger encore plus fort. Ouais. Parce que on a balayé une histoire de préconception ou d'image qu'on se fait d'un sujet. Du coup, on se dit, OK, je suis allé... j'ai vu j'y ai retrouvé ce que j'avais préconçu. Et c'est à ce moment-là où on dit, OK, table rase, et on plonge plus fort dans l'histoire. Je vois tout à fait ce moment-là. Ça m'est arrivé aussi il n'y a pas longtemps. C'est ce truc où après, tu crois que ton sujet, c'est quelque chose, et tu te rends compte qu'il lui manque un vrai ancrage, un vrai truc, et que tu réalises en fait que tu as juste un tout petit peu gratté la surface, mais que c'était important de le faire, parce que c'est ce qui te permet de plonger après. Quoi. C'est c'est le truc, quoi. C'est très peu de chances de tomber sur sur un vrai sujet sans gratter une surface. Ouais. C'est le prérequis, en fait. Ouais. J'aime bien l'idée. Il y a un truc, par contre, qui est important, quoi qu'on fasse et où qu'on en soit dans le projet, c'est de travailler sa scène. Et je vois tes photos et je sais très bien, je vois tout à fait en fait le mouvement que tu as fait dans la pièce avant d'en arriver à la photo. Et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Alors, c'est un peu compliqué parce que chaque scène est différente. Puis chaque scène est différente. Mais quelle est la réflexion? Par exemple, il y a une photo dans un bar où tu as un mec en gros plan qui prend un gros bout de l'image et les autres, ils sont derrière à la table. Et il faudrait que je retrouve dans le livre la photo en elle-même, mais où tu vois que... alors, ça doit être une de cette série-là. Mais il y en a une où vraiment, tu vois tout le cheminement que tu as pu faire. Ça va être trop long. J'aurais dû mettre des marque-pages sur certaines images. Dans un bar où il y a une photo où il y a un type, où c'est peut-être... Attends, je pense que j'en mélange deux. Mais il y en a une... Ça va être très réussi dans le montage, ce moment-là. Je ne la retrouve plus. Non, j'en mélange deux. Mais tu vois, comme celle-là, par exemple. Oui. Alors, attends, on va se forcer à repasser. Je vais la montrer à l'écran. Là, clairement, tu as dû tourner autour d'eux avant d'en arriver à cet alignement-là. Alors, en fait, c'est donc en Roumanie. C'est un événement que je connaissais pas, que j'ai trouvé extrêmement beau. Donc, ils font régulièrement des anniversaires d'enterrement. C'est-à-dire que quelqu'un est décédé et il y a un espèce de code où ils vont, donc il y a l'enterrement, ils vont après se réunir une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 7 ans. Et c'est des choses un peu... ça, c'est plus une célébration que quelque chose de très triste comme l'enterrement. Et donc c'est une famille qui est là. Alors moi je voyage beaucoup comme ça en road trip, pas de réservation, pas de planning. Et puis on voit ce qu'il advient. Et puis donc je vois ces gens sur une église un peu en hauteur. Et on s'arrête, on se dit on y va. Donc je sors pas mon premier appareil, je prends un tout petit compact parce que c'est quand même des moments de familiaux. On va pas s'imposer comme ça. Puis avec le temps, j'essaye de développer une espèce de sensation où on sent quand on peut commencer à travailler ou pas. Quand on est accepté.
très à l'aise avec les éléments de la photo, Ouais. voilà, la compo, la distance, etc. La seule chose qui reste, c'est l'approche. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, voilà, à haut point. Et donc, je vais les voir, je me présente, je dis bonjour, voilà, condoléances, voilà. Et puis, voilà, je suis accepté. Moi, j'essaye de travailler sans l'appareil à l'œil. Ouais. Jamais. Pour moi, le mettre l'appareil à l'œil, c'est la fin du process. Donc, je regarde ces gens, je commence à tourner autour, mais sans l'appareil. Et puis à un moment donné, je vais trouver quelque chose qui me va bien, je vais devenir un peu plus statique. J'ai donc pris ma distance, pris voilà. Et puis il n'y a plus qu'à lever le bras en fait. Il n'y a plus qu'à aller chercher l'appareil qui est soit un peu dans le dos, soit dans le sac, voilà, discrètement. Et puis très lentement pour pas générer de pollution, voilà. Tac. Voilà, mais globalement, j'essaye de faire ce travail-là avant d'avoir l'appareil à l'œil. Parce que j'avais vu, je ne sais pas si tu as connu John Free. Oui. Voilà, qui était, il y a des vidéos pas mal Oui. de lui sur Il est YouTube. assez prolixe d'ailleurs. Et lui, il tournait autour. À un moment, il fait une photo d'une dame avec son bébé sur une espèce, c'est pas les poussettes, mais les petits vélos là. Et en fait, il la voit de dos, il commence à prendre une photo, puis il tourne, et il reprend une photo, et il tourne, il travaille la scène en fait. En fait, c'est vrai qu'il voit un joli truc. La plupart d'entre nous, on va s'arrêter à la première photo qu'on fait parce que t'oses pas, t'as pas envie. C'est déjà dur de faire une photo, alors en faire 5 ou 6 ou 10, c'est encore autre chose. Mais en fait, travailler sa scène, c'est pareil, c'est là où est la magie de la photo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que tu repères, mais ce que tu repères, c'est pas la photo finale, quoi. Pas forcément. On peut le faire avec l'appareil à l'œil. Alors, l'avantage, c'est qu'on voit l'évolution que ça donne. L'inconvénient, c'est que plus on répète ça, plus on va faire évoluer la scène peut-être un peu trop fort par rapport à ce qu'on a vu. Donc, moi, j'aime bien faire tout ce travail-là, mais sans l'appareil à l'œil. Tu travailles ta scène, mais dans ta tête. C'est ça. En fait, il y a un prérequis quand même technique à ça, c'est de connaître sa focale par cœur, connaître ses bords. Connaître ses bords, ça nous permet de choisir d'emblée, de trouver d'emblée notre distance. Et quand ça pose plus de questions, ça ouvre des portes assez insoupçonnées. J'imagine bien. L'autre point qui renforce le côté documentaire de ta photographie, c'est la répétition. C'est-à-dire que tu retournes aux mêmes endroits ou aux mêmes événements de manière régulière. Donc, dans les Balkans, effectivement, tu es allé plusieurs fois. Mais on revoit des choses arriver. Je crois que Dunkerque, c'était pas la première fois que tu y allais. Non, c'est pas la première fois. Et je pense que ça va pas être la dernière. On voit, il y a un carnaval de Paris où tu vas régulièrement. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Tu m'as dit, voilà, ça peut devenir quelque chose. C'est quoi l'importance, justement, de cette répétition ? Alors, il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs couches aussi. Une première très basique, c'est on y va une année, on se dit c'est sympa, on revient, on n'est pas content de ce qu'on a fait, du coup on se dit on va essayer de rattraper ça la prochaine fois. C'est la chose la plus basique, voilà. Moi, il y a quelque chose, je me rends compte que je suis très attiré par l'insouciance. Et les fêtes, les carnavals, voilà, ce genre de choses, c'est une des configurations dans lesquelles ça s'exprime. Alors c'est peut-être ça qui me colle sur ce genre de sujet, en plus de tout le côté un petit peu facile de voilà, il y a une manifestation, les gens ils vont venir de plus ou moins de bonne humeur, voilà, ça va être fun à shooter. En plus de ça, voilà, il y a ce côté Carnaval de Paris, par exemple, c'est tôt dans le mois, en général, c'est le tôt dans le mois de février. C'est une première manifestation festive. Il y a, en général, quand on est là-bas, on sent que les gens ont besoin de faire la fête. Ce sentiment-là est assez dangereux parce que soit on se dit on va photographier ça veut dire qu'on va osciller entre être dedans et être à l'extérieur pour pouvoir le saisir. Quand on est trop dedans, on se fait attraper par voilà, une ambiance voilà, et on finit en général avec peu d'images qui nous plaisent, mais le moment était sympa. Donc voilà, c'est aussi intéressant de se dire à quel moment je rentre, je me laisse happer par une scène où
je vais prendre un peu plus de retrait ou pas? Et si je me fais happer par une scène, est-ce que ça va influer sur ma production parce que je serai plus forcément 100% dans l'acte photo, puisqu'on a une part de participation. L'illusion, c'est de se dire qu'on photographie toujours l'extérieur parce qu'on se sent planqué derrière un appareil photo, Ouais. mais on n'est planqué que pour nous, en fait, derrière Mais l'appareil tout le monde te photo. voit. On fait, Mais voilà, c'est ça. du coup, c'est quelque chose que tu ferais probablement même sans appareil photo. C'est ce genre d'événement qui t'intéresse où tu pourrais aller. C'est la transition Peut-être. avec Peut-être. la partie après, tu vois, qui est ton rapport à l'humain. Je disais, je l'ai noté, du coup, je vais sauter directement à ça, mais un des aspects sur lesquels moi j'ai progressé personnellement, c'est que j'ai appris qu'on ne fait pas de la street parce qu'on aime la photo, mais parce qu'on aime marcher et ou parler aux gens. Donc finalement, tu vas dans ces événements-là parce que tu les aimes et il se trouve que tu les photographies, mais à la base, il faut les aimer. C'est plus facile de photographier quelque chose qu'on aime plutôt que quelque chose qui nous repousse. Voilà. Faut toujours trouver Faut la joie aimer. dans la photographie. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais, j'ai fait un événement, une fête de Noël d'une entreprise dans une salle de mariage de zone industrielle. Et au final, quand tu arrives, tu te dis, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je viens foutre là? Et au moment où tu acceptes que c'est drôle, finalement, et qu'il y a quelque chose de fou à faire parce que c'est tellement hors du commun que ça peut être réussi, que tu fais. Enfin, en fait, j'aurais pu partir en disant c'est quoi cette horreur et décider que j'allais pas faire grand chose et voilà. Mais je l'ai pris du bon côté. Finalement, le reportage était plutôt sympa, quoi. C'est faire tomber. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est presque une quête initiatique, la photo. Parce que, en fait, ce que tu dis, indépendamment de ça, c'est faire tomber les préjugés qu'on avait. C'est faire tomber les préjugés qu'on a. Et donc, tu arrives dans une configuration, tu as un premier jugement. Et en fait, quand tu fais tomber ce jugement-là, tu as un boulevard qui s'affiche devant toi, en fait. Donc, c'est ça, c'est aimer ce qu'on fait, aimer les gens et venir questionner nos préconceptions, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire. Et pourtant, ça m'arrive. Voilà, on se force. Voilà, aujourd'hui, je vais aller shooter dans la rue et puis je vais me dire, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Oh là là, mais il y a du monde. Oh là là, il fait pas beau. Voilà. Ces pensées-là vont venir fermer la porte à l'expression de quelque chose de plus, enfin beau, je sais pas, mais de plus concret. En tout cas, ça va te bloquer plus qu'autre chose, quoi. C'est C'est pas sûr. ça qui va t'aider à avancer. C'est sûr. En fait, un côté un peu méditatif de la photo, là, c'est mes interrogations du moment. Est-ce que les choses arrivent quand intérieurement, on leur laisse la place d'exister? Voilà, c'est un peu bizarre comme question. Mais si on est plein de ressentiments, ou de questions, enfin, il faut peut-être qu'à un moment donné, il faut se vider soi-même pour laisser la possibilité aux choses de l'extérieur d'exister. Est-ce que l'extérieur, enfin, les choses extérieures existent si on leur laisse pas la place d'exister? Bon, bref, c'est peut-être une digression, mais je trouve ça assez fascinant. C'est une digression intéressante. Donc ouais, la grande partie suivante, on est déjà dedans, c'est le rapport à l'humain. Et c'est un des aspects qui sont frustrants et assez répétitifs de la street photographie moderne, c'est finalement l'absence de discussion avec ce qu'on photographie. En gros, la plupart des street photographes, surtout sur Instagram, vont exposer un point de vue et vont oublier le dialogue. On va dire qu'on documente une époque, on va dire qu'on documente quelque chose qui s'est passé. Moi, je documente un certain type d'affiches qui sont arrachées. Un tel va dire je documente un certain type de quartier, un certain type de population. Et au final, en fait, souvent, on se planque derrière l'appareil photo. Et il n'y a pas d'interaction. Toi, je pense, quand je vois tes photos, que tu parles aux gens. Pas tout le temps. Ça se sent. Pas tout le temps. Mais fréquemment. En fait... Parce qu'il y a une différence entre pas tout le temps et absolument jamais. Alors, moi, je mettrais une autre différence là-dessus. C'est que le langage, ça reste un vecteur. Enfin, le langage de parler, ça reste un vecteur.
Il y en a plein d'autres. Donc, je ne parle pas forcément aux gens. Par contre, j'interagis tout le temps. D'accord, il y a un contact. C'est pas parce qu'on parle pas qu'on n'interagit pas. Et d'ailleurs, un grand nombre de choses dans la photo de rue se situent dans le non-verbal. Ouais. Donc, c'est une clé. Dans le fait d'être souriant, dans le fait de remercier. Ça peut être plus compliqué que ça. Ouais. Mais ça peut être plus riche. Il peut y avoir une palette d'expressions dans le non-verbal qui va bien au-delà de ça. Donc, je ne parle pas forcément aux gens. Par contre, j'interagis toujours d'une façon ou d'une autre. Il y a une subtilité. C'est comme d'apprendre à draguer dans la rue. Au départ, tu crois qu'il faut aller se forcer à parler à tout le monde. Et puis, à un moment, tu réalises qu'il y a plein de petites choses. Et à force de se confronter aux choses, de se prendre des murs, voilà, on a un espèce de feeling d'à partir de quel moment on peut travailler de façon plus ou moins libre. C'est marrant parce que ma note suivante du coup a pas la même tonalité que quand je l'ai préparée. C'est que j'ai des potes qui se sont fait une spécialité de parler aux gens plus ou moins bizarres dans la rue. Tu vois, genre tu passes au Forum des Halles, t'as tous ces mecs qui sont assis là dans un coin, qui ont en même temps l'air de faire la manche et pas trop, et puis qui parlent un peu fort. Et quand toi tu passes à côté avec tes gosses, tu baisses la tête en espérant qu'ils vont pas te prendre à partie. Moi j'ai des copains qui vont parler à ces mecs-là, qui font des photos avec eux et tout. Ça en fait c'est le niveau zéro de l'interaction finalement. C'est le moment où tu apprends à la façon pas subtile de le faire. Il faut bien commencer par quelque chose, mais ça suppose par rapport à la première moitié de ta phrase qu'ils ont accepté de faire tomber leur préconception. Franchement, rien que ça, c'est gagné. Ce qui est déjà, c'est-à-dire qu'en fait... rien que ça, humainement, rien que ça, c'est gagné. C'est des mecs qu'on essaie d'éviter la plupart du temps, et finalement, ils vont parler avec eux, et ils ont fait complètement tomber fait sauter une préconception. Moi, on projette, le lecteur projette toujours son propre truc dans les photos qu'il voit. Ouais. J'ai eu un exemple comme ça. Je faisais il y a quelques années un projet sur un centre d'hébergement, et puis un jour, on nous demande de faire une expo. On fait une expo et il y a un portrait d'une dame qui se cache le visage avec ses mains. Et une personne qui vient me voir dans l'expo. Oh là là, mais vous n'en avez pas marre de mettre en avant des gens qui se cachent comme ça, elle n'avait pas l'air d'être très d'accord pour la photo. Ça tombe bien, c'était en public. Donc il cherchait à rabaisser. Manque de bol. Le vrai truc de la photo, c'est quelqu'un qui pudiquement s'est mis la main devant le visage couvrant un éclat de rire. Donc la seule chose qu'il a démontré en public, c'est qu'en voulant critiquer quelque chose, il a exposé lui-même la vue qu'il avait de ces gens-là. Donc faire tomber des préconceptions, la photo, ça peut être une vraie quête initiatique. Souvent, les attaques, ça dit plus sur la personne qui attaque que sur la personne qui se défend. C'est que ça a fait bouger en lui une corde sensible, et puis le pire, c'est de ne pas s'en rendre compte. C'est-à-dire le côté passif-agressif, d'aller charger des gens parce que soi-même on a une histoire plus ou moins compliquée, et puis la personne le photographe qui est devant, qui fera des photos, il n'a rien à voir avec l'histoire compliquée que le type dont on ne sait même pas d'où il sort et qui arrive dans la scène de plus ou moins énervé. On dit pardon, mais on n'y est pour rien. Moi j'ai jamais eu l'impression, on parle de photos volées, je suis hyper contre ça. Parce que, perso, j'ai jamais eu l'impression de déposséder qui que ce soit. Si on revient toujours dans l'histoire du langage, on dit une photo volée, je n'ai jamais eu l'impression de déposséder qui que ce soit. Et donc rien que le fait que des photographes utilisent ces langages-là dessert la totalité de ce qu'on fait. Parce que ça a été la photo volée, ça a été dévoyé finalement. Le terme a été utilisé pour décrire autre chose que ce que c'est réellement. Et du coup, on s'illégalise soi-même, en fait. Voilà, moi, je n'ai pas l'impression de déposséder qui que ce soit. Et ce que je raconte, en général, quand on me dit, finalement, ça m'arrive, on me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Pour moi, c'est ma façon de manifester mon intérêt envers les gens ou les choses, ou les situations. Parce que je crois que le pire sentiment humain, je pense que c'est l'indifférence. Une haine, c'est quand même quelque chose qui résonne en soi. L'indifférence, c'est la non-existence des choses. Donc, finalement, photographier des gens, des scènes, en tout cas pour moi, c'est manifester mon intérêt. Rendre
visible dans la vie de tous les jours, mon intérêt, alors peut-être potentiel, peut-être avéré, peut-être voilà, mais c'est manifester son intérêt en fait. Mais du coup, Donc c'est- en ça ne peut être que enfin, pas valorisant, mais ça ne peut pas être une pratique de creepy comme on peut le voir Oui, tu peux quelquefois. tu peux pas te voir négativement en fait. Alors, Non, mais il y a pour des- il y a des gens l'instant, qui ont du mal. c'est ça. Peut-être qu'on va me montrer par A plus B que ça peut être le cas, et dans ce cas-là, je veux bien l'envisager. Mais pour moi, c'est très naïvement montrer mon intérêt, manifester, donc rendre concret un intérêt plus ou moins abstrait. C'est intéressant parce que finalement, tu as des gens qui ont du mal à se légitimer eux-mêmes en street photographie, à trouver comment se permettre de faire de la street photographie. Et finalement, quand toi, tu considères que finalement, ce que tu fais, c'est montrer de l'intérêt et c'est très positif, bah, en fait, ça change totalement l'approche. Tu fais plus un truc creepy, justement, où tu fais pas un truc en te demandant ce que les gens vont penser, parce que est-ce qu'ils vont bien le prendre ou pas. Si quelqu'un vient te voir, tu dis mais oui, mais je vous trouve intéressant. C'est ce que j'ai retenu de Valérie Jardin d'ailleurs. Quand quelqu'un la prend à partie, elle dit mais ce qui se passe là devant moi, c'est magnifique. Et en fait, c'est vrai que quand tu le présentes comme ça, qui va t'envoyer chier? Moi, je touche du bois. J'ai très C'est pas peu du bois, de... c'est de la céramique, hein. Ah, Il y a voilà. juste derrière, ouais. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, j'ai assez peu de réactions Ouais. dans la rue, assez peu. Ça peut toujours arriver, mais vraiment assez peu. Et je pense que l'équation est assez simple à poser en théorie, plus compliquée à travailler. C'est en gros, si on n'est pas soi-même, si on doute de ce qu'on fait, alors ça va se voir. Si ça se voit qu'on doute de ce qu'on fait, alors on autorise l'autre à penser que peut-être on fait quelque chose de pas bien. Ouais. Et c'est de là que la friction vient. En Toujours tout dans cas, le non-verbal. Tous les problèmes évitables sont là. Toujours dans le non-verbal. Et c'est là où ça a un potentiel de dingue, la photo. C'est que quand on fait attention et qu'on passe un peu d'énergie sur ces petits sujets-là, c'est un truc qui change la vie. Ou la vision qu'on a de la vie. Donc, si on fait rien de mal, alors on n'a pas grand-chose à craindre. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'il y a des configurations, on peut tomber sur des dingues et voilà, qui ont eux-mêmes des problèmes avec des problèmes avec eux-mêmes. Ça peut venir en conflit avec ce qu'on est en train de faire, mais a priori, on n'a jamais dépossédé quelqu'un en faisant de la photo entre guillemets volée. J'aimerais bien qu'on bannisse ça. La photo spontanée. Voilà. Autant ça très bien, mais la photo volée, moi j'aimerais bien qu'on bannisse ça une bonne fois pour toutes. Non, mais c'est surtout qu'en fait, ce qu'on définit comme photo volée, c'est juste une photo spontanée où les gens ne s'attendent pas forcément à être photographiés et donc du coup sont naturels. Mais dans la perception de la chose, je te dis photo volée, photo... la perception intuitive de la chose change. Oui, non mais alors après, moi, tous mes clients qui m'appellent pour du mariage, par exemple, me disent on vous appelle vous parce qu'on veut des photos volées. Et je suis. Alors que le grand public, ce soit une référence pour le grand public, c'est très bien. En tant que photographe, je pense que ça nous dessert. Je pense aussi. Mais du coup, il faut trouver un meilleur moyen de nommer la chose. C'est un petit peu le truc. On en arrive... Et d'un autre côté, t'as Nietzsche qui te dit me donner un nom, c'est annuler tout ce que je pourrais être d'autre. Oui, mais des fois, on a déjà un nom, mais le nom n'est pas bon. Donc du coup, on n'annule pas les bonnes choses. On en arrive à la synthèse de tout ça, qui est ton livre. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un peu la genèse du livre? Elle est en intro, mais tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, en préambule, j'avais de la famille donc maintenant Croatie, à l'époque ex-Yougoslavie. Je suis français, né en France, élevé en France, mais on allait les voir chaque année avant la guerre. Et puis la guerre est arrivée.
ce qui m'a bien éloigné de tout ça. Donc j'en ai finalement une vue d'un gamin de 10 ans. Donc j'étais sur place le jour où il y a eu des alertes et on a dû partir vite, vraiment au début de la guerre. Et puis 5 ans, je crois que 5-6 ans de guerre qui m'a après amené dans l'adolescence et le côté étudiant où on fait d'autres choses. Voilà. Et puis je me suis un peu déconnecté de tout ça de fait et de cette partie-là en tout cas de ma famille. Et en 2013, donc entre-temps j'avais commencé la photo pour d'autres choses, parce qu'à un moment donné j'avais une période de recherche d'emploi, et puis le fait de sortir avec un appareil, c'était une façon de ne pas passer toute la journée derrière son ordi à chercher du boulot. Et puis quelques années après, je vois un workshop et un atelier qui se fait là-bas, et je me dis bingo, il se trouve qu'il y a un alignement de planètes où j'avais des vacances de prévues qui partent en vrille au dernier moment, qui s'annulent, et puis à ce moment-là, je vois qu'il y a un workshop là-bas. Je me dis, bon, voilà, parfait. On va aller là-bas. Moi, mon père m'a jamais... Je parle pas la langue, ou très, très mal. Donc, m'a pas forcément expliqué la complexité de tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, voilà. Donc, maintenant, j'ai du temps pour l'été. Il y a ce workshop. C'est quelqu'un qui connaît, qui a suivi, enfin, qui a couvert les conflits. Je vais sûrement en apprendre plus. Et donc j'y vais un peu comme ça, au pif. Et là, je prends une révélation, un truc un peu ésotérique, le genre de situation où le temps s'arrête complètement et qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ma vie jusque-là. Et au retour de ça, je me dis, voilà, je vais peut-être essayer des prix ou essayer de faire une série. Voilà. Et en fait, par le fait d'avoir toucher du doigt le potentiel que pouvait avoir la photographie, en fait, au lieu d'en faire quelque chose, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai foutu à la poubelle toutes mes archives et recommencé de zéro. Et j'avais pris une telle révélation que je ne savais pas si c'était juste le fait d'être là, que ce soit sympa, que ce soit avec des gens sympas, voilà, ou si c'était vraiment quelque chose lié à la photo. Et pour moi, la seule façon de tirer ça au clair, c'était de le refaire une deuxième fois à l'identique pour éliminer la couche de nouveauté. Ouais. Et voir si j'avais le même engouement. Attrait, ouais. Donc j'y suis retourné, exactement le même parcours l'année d'après, et avec la même joie, une production qui prend forme, enfin qui se construit un peu. Qui s'épaissit un peu, ouais. Et puis je me dis, et en fait on n'est jamais satisfait 100% de ce avec quoi on revient. Donc je me dis, c'était sympa, je reprends contact avec un territoire que j'ai pas forcément, je sais pas si on peut dire qu'on connaît, ou qu'on connaît pas, c'est-à-dire qu'il est à la fois familier et à la fois inconnu. Et puis voilà, je me suis mis à y retourner jusqu'à un moment où je me dis, je sais pas trop ce que c'est cette série, je sais pas trop quoi en faire, est-ce que c'est pas suffisant pour un livre, et puis donc je savais pas trop quoi en faire. Et puis, assez rapidement, je commence à faire de la séquence. J'ai une imprimante chez moi, j'ai la chance de pouvoir tirer et faire carrément des maquettes de livres juste pour voir comment ça évolue. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, grosse révélation, que en fait, inconsciemment, parce que c'était bien 5 ans après, le début, en fait, je me shootais moi. C'était pas tellement les gens, c'était moi à travers les situations. Et là, c'est là que je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai le livre. Ça tombe très bien que tu dises ça, parce que c'est vraiment la question suivante, c'est comment on prend son histoire personnelle pour la rendre universelle, parce qu'on voit que c'est ton histoire, même si c'est pas forcément ta famille sur les photos. C'est ça, c'est que dans ce cas-là, c'est quand je me suis rendu compte que inconsciemment, ce qui m'attirait à shooter, c'est peut-être les images que j'avais pas moi en mémoire. Ouais. Parce que éloignement, parce que guerre, manqué, en fait. voilà. Mais ce qui est un peu dingue, c'est que je commençais en faisant ça de façon complètement inconsciente, parce que j'avais pas du tout ça en tête. Et c'est venu à peu près au milieu 3/4 du process.
Et en faisant des tonnes d'allers-retours dans l'editing, dans en fait c'est quoi cette série, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, voilà. Tout d'un coup, je découvre ça que en fait le point commun de toutes les scènes, voilà, c'est la projection de moi-même dans la scène que je photographie. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai le fil du bouquin. Alors c'était pas la fin parce que c'était pas assez équilibré. Du coup, voilà, j'avais maintenant une vue du livre. Il manquait des choses. Donc je continuais à y retourner, et là de façon très différente, et d'ailleurs c'est une expérience un peu différente, de retourner à continuer sur une série, tout en sachant ce qui nous manque. Mhm. C'est pas imaginer ce qu'on pourrait avoir, c'est en sachant ce qui nous manque. Du coup, ça influe complètement sur la vue qu'on en a, sur ce qu'on va chercher, sur le type de scène qu'on va chercher. Voilà, après des choses très basiques. Ok, dans le bouquin, il va me manquer des verticales, je vais aller faire des verticales. Tiens, j'ai beaucoup d'actions, il me manque des choses un peu plus contemplatives. Je vais aller shooter des trucs plus contemplatifs. Voilà, et puis le concept était parti. Et puis, voilà, compléter les choses. Mais voilà, à la base, c'était une opportunité de workshop qui s'est transformée en quête initiatique complète, quoi, quasiment. Le premier jour du reste de ta vie. C'est un peu ça, Est-ce que tu aurais pu raconter cette histoire si elle avait été en France et plus proche de toi? je pense. Ouais. Dans les configurations de l'éloignement, Parce que là, c'est exotique, en fait, même pour toi. bah ouais, c'est ça, même pour moi. Mais en fait, je pense que ce qui joue, c'est l'éloignement. Et l'éloignement fait que, en fait, il s'appelle Terre fertile, c'est pas tellement une histoire de territoire, c'est qu'il s'agit de la mémoire. Et on se construit sur la mémoire, on dit qu'on se construit sur nos souvenirs, on construit notre identité sur des souvenirs. Mais d'un autre côté, la mémoire, c'est foireux. C'est-à-dire qu'on maîtrise absolument rien de qu'est-ce qu'on va retenir ou pas, comment on va le retenir ou pas, et on peut même s'inventer des souvenirs. Ouais. Donc en même temps, il y a ce côté un peu dichotomique qui dit on se construit sur des souvenirs qui sont eux-mêmes foireux. Donc finalement, c'est la mémoire, c'est finalement la terre fertile de ce qu'on est. Ouais. Donc voilà l'idée du titre du livre. Donc si ça avait été en France dans cette configuration de 5-10 ans d'éloignement par rapport à une configuration voilà, familiale, je pense que oui. Si on est toujours au contact de nos proches tout le temps, c'est peut-être quelque chose de moins évident. C'est comme on vit avec quelqu'un, on est moins à même de dire s'il a maigri ou grossi quand on le voit tous les jours. En fait, tu as juste exprimé un manque quelque part. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais ce qui était fascinant, c'est que c'était inconscient. Et ça fait drôle de se mettre, à travers la photo, de se mettre le nez dessus. Vraiment, ça fait drôle. Pas mal. À quel moment tu sais ou est-ce que tu décides que l'histoire est complète et qu'il est temps de faire le livre? Alors, quand on en a marre. Et 2, quand on prend plus de plaisir, il faut se poser la question. Ce qui ne veut pas dire que c'est fini. Après, libre à nous de faire en sorte de retrouver le plaisir qu'on a pu avoir. Quand on se dit que à la vue de la séquence, quand le tout ramène plus que la somme des parties. Ça, pour moi, maintenant, c'est le critère. 1 + 1 = 3. C'est ça. Ouais. Quand la totalité de la séquence induit plus que ce que montrent les images individuelles. Là, je pense que ça veut dire qu'on commence à avoir une séquence, complète, en tout cas. Qu'on commence à avoir une séquence intéressante et voilà, un mode de narration. Ça peut ne jamais être fini, mais tu peux avoir quelque chose d'assez complet, en fait. Pour moi, c'est le début on se dit, bon, ok, j'ai peut-être quelque chose. Et puis après, tout simplement, c'est à quelle hauteur on place la barre. On peut très bien ne jamais avoir fini quelque chose parce qu'on se dit, ah bah non, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Mais dans le ça pourrait être mieux, au moment où on le dit, c'est rien. Voilà, c'est jouer à équilibrer tout ça, en fait. Ok. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière de photographe? J'en sais rien parce que si on parle d'une carrière de photographe, je pense qu'elle est plus devant que derrière. Donc t'as pas encore eu le pire moment? Non.
Bah, je te souhaite qu'il n'arrive pas celui-là. Ouais, merci. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière de photographe? Pareil, j'espère qu'il est encore à venir. J'espère, parce que tu as quand même sorti un livre, ce qui est quand même la consécration. Pour moi, c'est le beaucoup de début, monde. en fait. Toi, c'est juste un. En fait, première ça faisait étape. longtemps que j'avais dans l'idée de. Moi, j'avais vraiment l'idée de. Vivre de la photo, pas forcément pour vivre de la photo, mais pour avoir le luxe de ne penser qu'à ça. Ouais. Et je me disais, alors comment on fait voilà, et ça fait très longtemps que j'avais cette idée-là de dire, OK, on la ferme et on bosse, on la ferme et on bosse, on la ferme et on bosse. Et à un moment donné, on sort de nulle part avec un truc qui est quelque chose d'important pour soi. Donc c'était un peu ça. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai fait aussi mon premier livre, c'est quelque chose de personnel, parce que c'est pour moi une façon de se présenter au monde qui est plus intéressante que de parler de quelque chose d'autre, en fait. Ouais. Voilà. C'est une belle carte de visite, ça c'est sûr. Et voilà. Donc j'espère que ça reste encore à venir, tout ça. Je te le souhaite. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais d'inviter pour un prochain épisode? Je sais qu'elle te fait peur, cette question. Suspense. Allez. Ah non, je l'ai déjà reçu. J'allais dire une bêtise parce que tu l'as déjà reçu. Et oui, parce qu'en plus, c'est l'idée, c'est de qui n'est c'est pas de déjà découvrir passé. quelqu'un, oui. Qui n'est pas déjà passé. Ouais. Alors, je suis embêté parce que j'en connais beaucoup des gens qui sont passés chez toi déjà. Dis des noms, je te dirai s'ils sont déjà passés. Je pensais à Omar, qui a eu une grosse année. Déjà eu, ouais, Omar, il a fait une année bonne magnifique, franchement. Qu'il ne soit pas déjà passé chez toi, pour l'instant, je bute un peu, je t'avouerai. Qu'il ne soit pas soit à l'autre bout du monde, soit... Tant qu'il est francophone, moi ça me va, hein, je peux gérer la distance. Tant qu'elle aussi. Alain Keller. Ok. Pourquoi? Parce que c'est en fait un immense photographe. Ok. Voilà. On en parlera. Puis on est en train d'en discuter de choses. On en discutera ensemble en antenne alors pour une petite mise en relation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'ici. Et puis j'espère qu'on se revoit la prochaine fois dans la rue avec les appareils photo à la main. Ou avec grand plaisir. À la hanche du coup pour toi puisque c'est toute une réflexion. Avec Merci grand Antoine. plaisir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.